Niamey enregistre sa première grande pluie en ce début du mois de mai 2020. Pendant qu'une chaleur torride et un soleil de plomb s'abattaient sur la capitale au milieu de la journée, une pluie abondante avait en début d'après-midi arrosé la capitale. Les goudrons sont submergés par les eaux de ruissellement qui rendent difficile le déplacement des véhicules et motos. Ça et là se sont formées des petites mares qui constituent une autre entrave pour le déplacement des piétons. Un peu partout, on y trouve des plaques d'eau. Cette pluie est arrivée au moment où les fidèles musulmans sont en train d'entamer la deuxième décade du mois de Ramadan. Le climat est ainsi très tendre et abordable. La pluie a éteigné les conditions traditionnelles auxquelles sont habitués les génères. Nous pouvons souhaiter que cette pluie perdure et qu'elle soit annonciatrice d'un hivernage fécond cette année dans un pays majoritairement composé d'agriculteurs et d'éleveurs. Cette visite du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a concerné plusieurs sites de pépinières aménagés dans le cadre du programme Niamey Ville Verte. La délégation s'était d'abord rendue à la commune Niamey 5, au niveau du site de l'école La Mort de Dieu, ensuite à la corniche Guamkale, puis à Wadata, à la grande mosquée, au quartier Lazare, pour finir avec Hanti Goussou. Ce sont partout plusieurs centaines de pépinières qui sont aménagées avec plusieurs espèces végétales. Nous avons initié de planter 3 millions d'arbres dans la ville de Niamey et pour cela il faut des moyens et il faut préparer. Et dans le cadre de la préparation de la plantation de ces 3 millions de plantes, nous avons donc organisé au niveau des arrondissements l'aménagement donc de pépinières qui vont produire des plants à la population de Niamey. Ce qui fait que dans chaque arrondissement, nous avons des pépinières avec une ressource humaine et du matériel, des espaces dédiés à cela. Et chaque arrondissement a pour objectif de produire 500 000 plantes. 500 000 plantes non seulement donc par nos équipes, mais 500 000 plantes aussi en collaboration avec les pépiniéristes privés que nous avons recensés. Parce qu'il faut savoir que il y a quand même une activité commerciale dans ce domaine et notre but c'est de renforcer, de redynamiser cette activité commerciale de production de plantes de la ville de Niamey. C'est pour cela que en plus de la production locale dans nos pépinières, nous attachons un intérêt particulier à la production privée. Ces espèces végétales sont surtout des arbres fruitiers et aussi des espèces en voie de disparition dans notre pays. Toutes les espèces locales utiles, en tout cas, sont identifiées. C'est-à-dire qu'il y a au moins une trentaine d'espèces qui seront produites dans nos différentes pépinières. Et les espèces là sont des espèces locales utiles qui sont de fruitiers et d'autres sont de fruitiers, d'autres sont des espèces à vocation médicinale et d'autres même pour l'appétage, pour alimenter pour l'alimentation humaine et animale. Donc entre autres on peut identifier le Vitex doniana qui est bien connu, fruitière, les Pterocarpus erinaceus. Ce sont les noms scientifiques. Les noms les plus simples, bon, le karité par exemple, les tamariniers, hein, les Parkia biglobosa qui est en germain on l'appelle le loutou, le Vitex qu'on appelle le boi en germain, aussi les moringas de la partie, et même des espèces qu'on peut mettre un peu en périphérie telles que l'acacia sénégal pour la gomme arabique et autres. Donc pratiquement toutes nos espèces locales, souvent en voie de disparition, sont comptées parmi les espèces qu'on est en train de produire au niveau de nos différentes pépinières. À travers donc ce programme, la ville de Niamey envisage de reverdir la capitale avec des arbres surtout fruitiers. Ainsi donc seront plantés tout au long de ce programme jusqu'à 3 millions d'arbres dans les espaces et autres services publics. Toute chose qui permettra de cultiver l'environnement et renforcer la culture des plantes.
Après l'examen et l'adoption du compte-rendu sommaire de la plénière du mardi 5 mai 2020, les élus nationaux ont procédé ce matin à l'examen et à l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 8 mai 2020. Ainsi, ils ont examiné et voté 4 projets de loi portant des ratifications d'ordonnances, à savoir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-3 du 7 février 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, région de Tillabéri. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-4 du 13 mars 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-5 du 13 mars 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans les régions de Tillabéri et de Tawa. Et celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-6 du 13 mars 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Tillabéri et Goté et région de Zender. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Les travaux en séance plénière reprendront le lundi 11 mai 2020 à partir de 10h avec à l'ordre du jour l'examen et le vote de 2 projets de loi. Le gouvernement du Niger, pour mieux gérer et contenir la situation de la pandémie due au coronavirus qui sévit dans notre pays, a décidé de subventionner des bavettes confectionnées localement pour les mettre à la disposition des populations à un prix modéré. L'objectif étant de permettre aux populations de mieux se protéger contre cette pandémie à travers le port de la bavette. Le gouvernement du Niger prévoit la confection d'un premier lot de 10 millions de bavettes en tissu par les couturiers nigériens. Ces bavettes ont fait l'objet d'une validation par le comité scientifique de lutte contre le Covid-19. Il s'agit assurément d'une belle initiative qui revêt plusieurs avantages, dont la disponibilité des bavettes au niveau national, l'accessibilité de ces bavettes, la protection de nos concitoyens contre la maladie à coronavirus, l'arrêt de la propagation de cette maladie, l'emploi des jeunes en charge de confectionner ces bavettes, c'est dire toute l'importance de la présente cérémonie pour le Niger et pour sa population. La vente débute à Niamey et va se poursuivre progressivement dans toutes les régions du Niger. La confection des bavettes continue avec des livraisons au quotidien. Et déjà 113 000 bavettes ont été réceptionnées pour le présent lancement. Ces bavettes seront positionnées au niveau des pharmacies populaires et privées et au niveau des centres de santé à l'intérieur du pays. La bavette qui coûte 300 francs l'unité à l'État sera cédée à 100 francs à la population. L'objectif recherché est que chacun utilise une bavette pour se faire protéger et protéger les autres. L'atteinte de cet objectif revêt des interventions des médias et des activités de communication pour un changement social et comportemental en direction de l'ensemble de nos concitoyens. Ces bavettes confectionnées par des jeunes Nigériens ont plusieurs avantages dans leur usage. Il faut le comprendre, la bavette, c'est en coton et c'est doublé. Ok? Et ça, c'est différent des autres masques chirurgicaux que nous avons, là où c'est à usage unique. Cette bavette est réutilisable. Ça veut dire que chaque matin, avant de sortir, vous le prenez. Le soir, avant de vous coucher, vous devez le laver. C'est-à-dire que mettre dans l'eau chaude, laver, après avec un détergent ou même le savon de copro que nous avons, le savon de Marseille que nous avons, on le lave avec. Et le matin, on le reporte et on va. Et chaque jour, on doit le laver parce que c'est important. Mais j'insiste sur le lavage au quotidien de cette bavette. Donc c'est extrêmement important. Et on lave avec de l'eau chaude et on met un détergent ou un désinfectant, comme même si c'est le savon de Marseille que j'avais dit, peut
suffire vraiment de le laver et le reporter plusieurs fois. Ainsi donc, pour contrecarrer la propagation du coronavirus au Niger, la vente de bavettes subventionnées par l'État est lancée à Niamey, une initiative qui vient renforcer la synergie d'action entreprise dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il est alors important que chaque citoyen se protège et protège les autres à travers des gestes simples tels que le port de la bavette qui désormais est accessible à tous. Aujourd'hui, vous avez moins de circulation, moins de mouvements de personnes et donc moins de mouvements migratoires transfrontaliers et même au niveau national, il y a cette réduction des flux. Maintenant, il ne faut pas se voiler les faces aussi de l'autre côté. Les migrants s'adaptent, ils adoptent de nouvelles stratégies. Bien avant cette décision de coronavirus, le Niger déjà est engagé dans un combat de lutte contre la migration irrégulière en coopération avec l'Union européenne, dont on dit que le Niger effectivement sert de relais. Donc en essayant de contrôler les frontières, notamment septentrionales. Et donc les migrants étaient déjà en train de s'adapter à cette situation de contrôle. Et donc ça, c'est, si vous voulez complexifier tout simplement, les gens continuent de trouver les voies et moyens d'effectuer leur migration. Maintenant, de l'autre côté, effectivement, ça pose beaucoup plus de problèmes pour les migrants. Ça les expose davantage parce que plus vous migrez de façon clandestine, plus vous n'êtes pas visible, plus tout ce qui vous arrive n'est pas trop vu ou connu du grand public. Dans le désert, il se passe beaucoup de choses. C'est seulement ce qu'on découvre qui sont rendus publics, mais il y a plein d'autres choses qui se font à l'insu de tout le monde. Et le problème, effectivement, c'est que ce n'est pas des départs dans les lignes officielles, ce n'est pas des voies officielles. Ils contournent les postes de contrôle et donc ils se lancent dans des voies qui ne sont pas connues et qui sont peu fréquentées par les personnes. C'est pour cela d'ailleurs que le président du conseil régional d'Agadez parle un moment de cimetière à ciel ouvert parce que les gens s'enterrent eux-mêmes. Vous allez mourir jusqu'à ce que les sables enferment le cadavre sans que personne ne s'en rende compte. Et donc c'est une situation, nous pensons, qui devrait attirer l'attention des autorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'espace CEDEAO, pour voir dans quelle mesure sauvegarder la question de la liberté de circulation dans un contexte de coronavirus. On a quand même au niveau des espaces frontaliers la possibilité d'avoir des appareils de détection, des appareils de dépistage qui puissent, si vous voulez, parce que en fait la décision de la CEDEAO de consacrer la liberté de circulation est soutenue par le fait que c'est un espace interdépendant. C'est un espace où la circulation des personnes et des biens est très importante pour la survie et le développement de la région. Malgré les différentes conventions et chartes nationales et internationales aboutissant aux accords de dépénalisation de la presse donnant droit à la liberté d'expression et à assainir le monde des médias, il n'en demeure pas que les journalistes soient confrontés à d'énormes défis dans l'exercice du métier, même s'il en ressort selon le classement de Reporters sans frontières que le Niger note des progrès encourageants comparativement aux années précédentes. Au Niger, on a un environnement juridique qui est favorable à l'exercice de la liberté de la presse. Ça, c'est du point de vue texte. Quand vous regardez, il y a d'abord la Constitution. Vous prenez l'ordonnance 2010-35, vous regardez la loi organique portant création, composition, attribution même du Conseil supérieur de la communication. Bref, il y a même une journée nationale qui est dédiée à la presse, sans pour autant aussi oublier la déclaration de la table de la montagne du président de la République Issoufou Mahamadou. Donc ça, c'est l'environnement juridique. Mais quand on regarde concrètement sur le terrain, parce qu'on ne peut pas parler de la liberté de la presse sans pour autant
quand même évoqué cette indépendance aussi de la presse. Maintenant, c'est à ces points où c'est à ce niveau où se trouvent quand même les problèmes, où le débat doit quand même se poser. La dégringolade du Bénin a fait en sorte que nous avons gagné des points parce que nous n'avons rien commis, nous sommes restés stables en matière de violation de liberté. On n'a pas violé, on peut dire que le Niger n'a pas eu des cas de violation des droits de la liberté d'expression. Donc ce qui veut dire que le Niger n'ayant pas bougé, c'est les autres qui ont bougé qui ont fait que le Niger a gagné de la place. Il faut aussi contextualiser le rapport de RSF. Le rapport de RSF, nous, chez nous, au Niger, ça arrive à un moment où les journalistes qui sont sur le terrain sont confrontés sérieusement à des problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est la rétention de l'information. Malgré l'existence des lois, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont détenteurs de l'information refusent de la donner sous peine d'être sanctionnés administrativement ou parce que leur hiérarchie ne leur a pas donné le droit ou bien l'autorisation de parler. Même s'il est d'une importante urgence de s'interroger sur les critères de ce classement du RSF, quand on sait et connaît les peines qu'éprouvent les acteurs de presse quant à l'accessibilité aux sources d'information qui s'avèrent pénibles. Par ailleurs, la question reste toujours posée. Si les institutions au nom des médias et les promoteurs de médias ne sont pas responsables de ce que vivent les journalistes, du fait de la lésination et la lenteur de décision à créer un cadre mieux confortable aux journalistes. Aujourd'hui, quand tu regardes les journalistes de façon globale, ils ne sont pas dans des meilleures conditions et cela est lié à la précarité dans laquelle nous végétons chaque jour. Il faut aussi également le préciser, tout cela est lié aujourd'hui, cette précarité est liée à la non-signature de cette convention collective qui tarde toujours à se concrétiser. Il y a un silence total de l'autre côté de la maison de la presse, mais cette fois-ci on a vu la maison de la presse a essayé ou bien a tenté donc de rattraper le temps perdu et nous pensons que s'il continue, si la maison de la presse continue dans ce sens, nous pensons que peut-être ça va être une bonne chose. La liberté d'expression pour l'instant au Niger nécessite plus de concrétisation des protocoles d'accord entre les parties. Ce don, composé de masques et de gel hydroalcoolique d'une valeur d'environ 200 millions d'euros, offert par l'Union européenne aux médias du Niger, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Niger. Les médias, qui constituent le vecteur essentiel de l'information, doivent tout d'abord être protégés pour mieux assurer leur mission en cette période où l'information est capitale pour les citoyens. La délégation de l'Union européenne souhaite vous fournir ces moyens essentiels pour la prévention contre les risques de contamination, qu'en les utilisant, ça vous protégera vous-même, mais en tant que des femmes et des hommes de médias, vous pourrez aussi passer un exemple positif et inciter tous les citoyens à suivre ce chemin. Je souhaiterais dire un mot peut-être sur l'appui de l'Union européenne. Je pense que il y en avait d'entre vous qui étaient jeudi passé quand j'étais reçue en audience par le Premier ministre. Donc premièrement, l'Union européenne souhaite fédérer et coordonner avec les autres acteurs comme les Nations Unies, coordonner notre appui des partenaires aux autorités nationales. Mais également, nous avons un paquet soit de réorientation, soit d'injection des nouvelles ressources financières qui vont jusqu'à un montant de 200 millions d'euros. Comme c'est toujours, en plus de cette réponse à la crise, nous discutons avec les autorités nationales les perspectives de coopération au-delà de 2021. Donc, bien sûr, prendre en compte les conséquences de moyen et de long terme de cette crise seront là-bas. En réceptionnant ce don, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse a exprimé toute sa satisfaction. Effectivement, nous sommes dans une situation de pandémie et le fait même de penser aux médias, aux hommes des médias qui contribuent énormément dans le cadre de la lutte contre cette pandémie est une chose très importante pour nous et un signe d'encouragement dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire. C'est vraiment ce geste qui a été fait va droit dans nos cœurs et permettra à beaucoup de journalistes qui vont sur le terrain d'avoir des moyens de se protéger. Nous avons déjà, à l'écho de l'information, déjà des informations de l'intérieur du pays d'autres journalistes qui disent « Ah,
pensez aussi à nous et vraiment nous transmettons l'appel de ces journalistes qui sont à l'intérieur du pays à vous, Excellence, et nous vous remercions pour ce geste-là qui va vraiment permettre à tous les hommes des médias de continuer à faire leur travail dans le cadre de la sécurité, dans un climat sécuritaire responsable. Donc merci une fois de plus au nom de tous les hommes des médias, au nom de toutes les organisations socio-professionnelles des médias, la Maison de la Presse vous remercie. C'est bon qui intervient à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse témoigne de l'intérêt tout particulier qu'accorde l'Union européenne aux médias du Niger et il témoigne également du partenariat combien fructueux qui existe entre l'Union européenne et le Niger. C'est pour lutter contre la propagation du coronavirus que le gouvernement américain a fait un important don de produits et matériels aux forces armées nigériennes évaluées à $15 000 américains. Financé par le département de défense des États-Unis, le Bureau de coopération en matière de sécurité de l'ambassade fournit des fournitures essentielles d'une valeur de $15 millions américains au Bureau de santé des forces armées. Cette contribution comprend 8 750 masques de protection, 10 850 paires de gants, 295 bouteilles de désinfectant pour la main, 6 millions de barres de savon et 450 bouteilles de l'eau de javel. Nous espérons que ce don contribuera à la capacité de forces armées à empêcher la propagation de COVID-19 pour permettre de rester prêtes et de poursuivre leur mission de porter la paix et la stabilité au Niger et dans la région. Cette contribution démontre l'engagement du gouvernement américain associé au Niger et à renforcer la capacité du gouvernement du Niger à atténuer les affaires de la pandémie. Les États-Unis ne sont pas à leur première aide au gouvernement nigérien. Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que les États-Unis viennent en aide à notre armée dans des moments difficiles. Nous avons encore en mémoire les différents soutiens dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida à travers le DIHAP, mais aussi sur le plan sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières, la formation de nos bataillons spéciaux d'intervention, les exercices Flintlock d'aguerrissement, mais aussi la dotation en matériel, dont les engins blindés Mamba qui ont permis d'engranger des succès éclatants contre nos ennemis. C'est le lieu ici de renouveler notre compassion à l'endroit du peuple américain qui paie un lourd tribut à cette pandémie, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde tristesse face aux nombreuses victimes occasionnées par le Covid-19. Aussi, nous ne pouvons qu'apprécier davantage ce geste dans ce contexte face à une maladie qui, pour l'instant, est sans traitement ni vaccin certifié et dont la seule prévention reste le rempart le plus efficace. Cet appui intervient dans un contexte où le Niger multiplie les initiatives de lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce présent point de presse, co-animé par le ministre porte-parole du gouvernement et le coordinateur de la cellule finance du comité chargé de la riposte à la pandémie du coronavirus, procède d'un souci de transparence autour de la gestion des fonds de solidarité collectés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. C'est ainsi que le coordinateur de la cellule finance a passé au peigne fin toute la situation à cette date. Il n'y a pas que les dons en espèces, il y a eu aussi des dons en nature. Donc au 30 avril 2020, la situation financière est celle-ci. Sur le compte donc dédié donc à recevoir les ressources donc les contributions en espèces, nous avons mobilisé donc 1 milliard 76 278 711 francs. Je répète, au 30 avril 2020. Maintenant sur ces fonds,
il y a eu naturellement des dépenses. Ces dépenses se chiffrent à un montant de 61 281 930 francs qui se décomposent comme suit. Nous avons payé 125 000 francs pour la confection des cachets de la cellule. Nous avons payé aussi une dépense de 9 410 000 francs CFA relative à 4 rotations d'avions, donc Niamey, Lomé, Niamey, donc par l'armée de l'air pour le transport des masques. Nous avons ensuite payé une dépense de 50 millions qui concerne la prise en charge des activités de sensibilisation des associations religieuses dans le cadre toujours de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Puis, nous avons payé une autre dépense de 1 746 930 francs pour le transport à nouveau du matériel sur Tawa et Maradi, toujours par l'armée de l'air. Et donc, ce qui fait donc un total donc, de dépenses cumulées exécutées au titre du mois d'avril de 61 281 930 francs. Si vous les déduisez donc du solde que je vous ai annoncé, 1 076 278 711 francs, vous aurez un net de 1 14 996 781 francs au 30 avril, je répète, 2020. Il y a l'autre volet que je vous ai annoncé, c'est l'association des dons en nature. Et donc pour mieux se retrouver, nous les avons catégorisés, nous les avons classés par catégorie. Vous avez donc une première catégorie donc, qui concerne tout ce qui est matériel donc, et équipement concernant la protection. Vous avez une autre rubrique donc, sur l'hygiène et une autre rubrique sur le mobilier et une autre rubrique qui concerne les équipements. Et la dernière rubrique, c'est le volet alimentaire. Quant au ministre porte-parole du gouvernement, il a d'abord étayé tous les dispositifs mis en place pour la circonstance avant de passer un message important. Au-delà de ces différents messages à la nation du président de la République et de ces différentes mesures prises en Conseil des ministres, tout un dispositif a été mis en place pour faire face au Covid-19. Convenez avec moi que la lutte contre le Covid-19 n'est pas seulement une affaire du gouvernement. La lutte contre le Covid-19 concerne chaque citoyenne et chaque citoyen nigérien individuellement pris. Et nous n'allons pas seulement aussi nous recroqueviller sur les citoyens nigériens seulement, on concerne toute personne qui réside au Niger. Chacun doit apporter sa contribution pour faire face à ce fléau, le juguler et l'éradiquer. Ainsi donc, la cellule communication du comité chargé de la riposte à la pandémie du coronavirus entend élargir davantage la communication pour ce qui concerne la gestion, surtout financière, du fonds de solidarité de la pandémie pour une question de transparence. Le mois béni du Ramadan a 3 décades comme nous le savons. Jour pour jour, voilà la deuxième décade qui est considérée par les fidèles musulmans comme la décade du pardon. Cette décade a une grande importance et a des invocations appropriées et aussi des comportements que les musulmans doivent adopter. C'est un mois béni, c'est un mois qui est étroitement lié au Coran. Une première décade est déjà passée, nous sommes dans la deuxième décade du mois de Ramadan. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de multiplier les efforts parce que le mois de Ramadan, chaque fois que les journées avancent, le mois encore augmente, si vous voulez, de bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète pour qu'il vienne nous enseigner les bienfaits et tout ce que le musulman peut tirer du mois de Ramadan. On doit au maximum profiter de ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Nous aurons des ramadans à vivre au cours de notre vie, mais nous n'allons pas vivre tous les ramadans du monde. Nous avons ce mois de ramadan. Cette année, il se pourrait que notre année ne seront plus. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de maximiser les profits. En quoi faisant? En multipliant les prières nocturnes, les lectures du Coran, les azkars, les sadaqat. Tout cela, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'enseigne dans sa tradition. Ibn Abbas, dans un hadith, il rapporte que
quand le mois de Ramadan vient, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il deviendrait plus généreux, plus que le vent. Le messager est plus généreux que le vent. Et nous savons, souvent c'est les vents qui forment les nuages, la pluie vient et tout ça là. Maintenant, il y a un hadith qui est courant quand on dit que la deuxième partie du mois de Ramadan, la deuxième décade du mois de Ramadan, c'est le pardon d'Allah. Notez que ce hadith-là, il est faible. C'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est que sur l'ensemble du mois de Ramadan, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est l'affranchissement de ceux qui devraient être condamnés à partir en enfer. Allah va les affranchir pour qu'ils soient habitants du paradis. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi ces gens-là. Toutes les décades du mois béni de Ramadan sont de grande importance. Les jeûneurs doivent de se faire redoubler les efforts afin de bénéficier des bienfaits de ce mois. Dans ce mois béni de Ramadan, les différents marchés de la ville de Niamey sont bondés de cipres et gingembre, très consommés par les musulmans, particulièrement pendant la rupture du jeûne. Malgré la cherté des prix, la clientèle est présente selon ce commerçant. Chaque jour, ce que nous vendons devient de plus en plus cher. Ce n'est pas notre faute, nous approvisionnons chez les grossistes avec un sac de citron à 60 000 francs et 5 000 francs l'année. 25 000 francs le sac de gingembre à provenance du marché Toli. Nous sommes mal compris car les clients pensent que nous augmentons les prix, surtout quand nous disons qu'il n'y a pas 100 francs de citron. Beaucoup de wat kulunge tonton guzumandi igare zamborgu kan sin zanginka igoka kan ha amadinu dambo aseo baguzini. Des citrons et gingembre sont consommés dans différents plats, souvent transformés en jus et surtout utilisés par des vendeurs du thé et café. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.